Eh bien, bonjour à tous. Donc, effectivement, je m'appelle Alexandre Boucher. Je représente Clarté, mais je vais vous parler aujourd'hui d'un nouvel espace d'apprentissage. Je suis arrivé un peu en retard et je devrais partir un peu tôt, mais j'ai eu le temps d'entendre quand même que vous aviez évoqué ce matin le fait que le numérique pouvait apporter des ruptures dans le temps et dans l'espace. Euh, je vais vous parler de technologies qui vont permettre d'apporter des ruptures dans les réalités et donc d'inventer aussi de nouvelles réalités qui vont être de nouveaux lieux d'apprentissage avec leur propre temps et leurs propres règles. Ces réalités, elles vont se positionner entre un lieu d'apprentissage traditionnel qui est celui de l'école ou de l'université, un lieu d'apprentissage au cours de la vie qui est celui de l'environnement professionnel. Je vous parle là d'une autre réalité qui va être donc ce qu'on appelle les réalités mixtes. Alors les réalités mixtes, en fait, ce sont deux technologies, ce sont les réalités virtuelles et les réalités augmentées. Vous avez peut-être entendu parler de plus en plus au cours de ces derniers mois de ces technologies, en particulier de la réalité virtuelle. Alors je vais essayer d'en donner la définition de manière assez simple. La réalité virtuelle, c'est une technologie qui permet de plonger un utilisateur dans une réalité numérique, d'accord, une simulation informatique. On le plonge dans cette simulation à l'aide de dispositifs d'affichage, en particulier des casques de réalité virtuelle, c'est ce que vous apercevez sur cette image à gauche, qui vous isole de la réalité. Et vous êtes ainsi plongé dans une réalité alternative, mais qui vous semble réaliste, parce que vous la visualisez à l'échelle 1, vous pouvez interagir dans cette réalité. Bref, toutes vos actions et tous vos ressentis sont au plus proche de ceux de la réalité usuelle. La réalité augmentée est une technologie sœur, on va dire, de la réalité virtuelle qui a une autre finalité. On voit déjà que, à l'image, le casque est transparent. L'idée, c'est que ça vous permet de voir la réalité augmentée d'éléments numériques, complétée d'éléments numériques. Il s'agit d'enrichir votre perception de la réalité réelle avec des éléments numériques, de vous permettre de voir des choses complémentaires sur le fonctionnement d'une machine, le fonctionnement d'un être humain, d'avoir des instructions qui apparaissent par-dessus votre champ visuel et vous permettent ainsi de mieux comprendre la réalité. Alors, qui nous sommes et pourquoi je vous parle de ça? On a été créé il y a 20 ans sur ces thématiques-là, donc on est vraiment des pionniers du domaine puisque ce sont des technologies assez récentes, comme un organisme qui vise à participer au développement des entreprises, en particulier au travers de l'innovation et du conseil. Et c'est pourquoi dans nos activités aujourd'hui, il y a 3 volets. Le conseil, l'innovation avec une équipe de recherche d'une quinzaine de personnes et le transfert de technologie. C'est-à-dire que notre activité repose sur un modèle où les propriétés intellectuelles créées par Clarté dans le cadre de collaboration avec des entreprises ou dans le cadre de la participation à des projets de recherche est valorisée via du transfert de technologie. Alors on est un organisme sous une forme associative, on est une vingtaine de personnes avec le soutien de l'État, de la région des Pays de la Loire et de l'agglomération de Laval. 20 personnes depuis 20 ans. Et pourquoi Laval? Alors c'est le moment où je fais un peu de pub pour mon territoire aussi, j'en profite, je suis à Paris. À Laval, il y a tous les ans un salon qui s'appelle Laval Virtual, qui est le plus gros salon d'Europe, voire au monde, sur ces deux technologies, réalité virtuelle et réalité augmentée. Ce salon fêtera également ses 20 ans l'année prochaine. Si vous vous intéressez à ces technologies, je vous invite à venir du 4 au 8 avril 2018. Laval étant une petite métropole quand même, hein, c'est pas énorme, on a un label French Tech, comme tout un tas de plus grosses métropoles que nous, et on a réussi à avoir ce label sur cette reconnaissance sur ce territoire, sur les technologies virtuelles et d'augmenter. Donc il y a tout un écosystème de formation, d'entreprises, etc., etc. Alors, la réalité virtuelle, ce n'est pas une technologie qui est toute neuve, contrairement à ce qu'on pourrait croire dans la presse, où on a lu tout un tas d'articles qui disaient que c'était en ce moment que ça se passait. Non, ça a été inventé il y a longtemps. En 89, vous voyez sur la photo à gauche pour vous, à la NASA, on utilisait déjà ces technologies pour entraîner des astronautes à des opérations critiques de sortie extravéhiculaire ou d'assemblage ou de réparation dans les véhicules. En 2012, ce qui a changé, c'est qu'on a eu des nouvelles générations de dispositifs qui sont apparus, des casques de réalité virtuelle de nouvelle génération. Les usages professionnels sont donc maîtrisés sur la réalité virtuelle depuis plus de 20 ans, 30 ans presque. C'est la conception de produits, c'est l'idée d'une maquette numérique virtuelle. C'est l'entraînement dans les secteurs de la défense, on a beaucoup d'usages là-dessus, et puis dans l'architecture et l'urbanisme. Alors qu'est-ce qui a changé? Qu'est-ce qui fait qu'en ce moment c'est la mode? C'est que le coût des dispositifs a été divisé quasiment par 1000.
quand on faisait de la réalité virtuelle en 2005, on achetait un système de réalité virtuelle qui était soit un casque, soit des écrans un peu spéciaux, et l'investissement moyen était entre 300 000 et 1 million d'euros. Depuis 2012-2013, on a des casques de réalité virtuelle qui coûtent 1 000 euros et qui permettent de faire quasiment la même chose. Donc des usages nouveaux sont en train de se développer parce que la barrière à l'entrée, l'investissement est devenu beaucoup plus facile. Les usages émergents, ils touchent au marketing, l'aide à la vente, ils touchent à la culture, vous permettent de visiter les pyramides, non pas en regardant un film, mais vraiment en marchant dans les pyramides, vous êtes dedans. L'entertainment, tout ce qui est le jeu vidéo, puisque c'est le marché cible de ces nouveaux casques, et bien sûr l'éducation. Parce que imaginez acheter 10 casques à 1 000 euros, c'est faisable pour un labo virtuel. Envisager d'acheter 10 dispositifs à 1 million d'euros, c'était un peu plus compliqué. Alors, ce nouvel espace d'apprentissage, j'y reviens. Quels sont ses avantages versus les outils traditionnels et numériques, et e-learning, et MOOC et autres? L'idée, c'est qu'on crée des réalités. Donc on va pouvoir enseigner des matières qui touchent à la réalité, sans contrainte d'accès à des locaux, de coûts de matériel, de disponibilité de matériel ou de risques. Sur un seul équipement, sur un seul dispositif, et là c'est un argument qu'on retrouve aussi avec le principe d'un ordinateur ou d'une tablette, on va pouvoir diffuser une multitude de scénarios pédagogiques. Mais ces scénarios, ils sont réalistes. Donc on va avoir une compréhension des phénomènes et des situations qui va être basée sur l'expérience. Vous n'êtes pas en train de regarder un écran où il y a un petit bonhomme qui actionne une machine, ça ce sera un serious game. Non, vous êtes dans le jeu là, vous êtes l'acteur, vous êtes en train de manipuler la machine. Et pour tourner une vanne, eh bien vous allez tourner la vanne. Vous n'êtes pas en train de faire une métaphore au travers d'un écran. Ça va permettre du coup l'apprentissage dans des cas limites non conformes, des situations de crise. Et c'est aussi là-dessus qu'on a beaucoup travaillé avec le secteur de la défense. Vous vous entraînez à faire atterrir un hélicoptère par vent puissance 10 et le bateau qui bouge et voilà. C'est tellement réaliste qu'on est comme pour les simulateurs classiques dans l'apprentissage de cas non limites. Ça rend l'élève vraiment actif via l'immersion. Est-ce que s'il ne bouge pas, s'il ne fait rien avec son corps, il ne va rien apprendre, il ne va rien se passer. Il ne regarde pas juste un écran, il doit s'impliquer. Donc ça impose aussi des écritures un peu spéciales. Mesure objective des performances, mais vous allez le voir dans la suite. Dernier point, et point important, c'est une nouvelle technologie, donc c'est un facteur de motivation hyper important pour l'élève. Et pour certaines filières sur lesquelles on a des difficultés à attirer, ça peut être un facteur différenciant. Pour encore quelques années, parce que dans 3, 4 ans, 5 ans, ce sera une technologie qui se sera diffusée, banalisée, et vous aurez tous un casque chez vous, ou vos enfants en auront en tout cas. Alors, des exemples. Rassurez-vous, hein, ils ne vont pas souffrir. Un exemple, là, sur un usage plutôt industriel. Alors, je vais baisser un peu le son. Parce que ça... Non, quand je fais ça, ça arrête. Bon, on va laisser le son. De conception d'outils ou de moyens de production. Là, vous voyez une personne, à droite, qui est en train d'agir. Elle est équipée de lunettes. Là, on n'est pas dans un casque, on est dans un autre type de dispositif. Et en temps réel, on reconstruit ses mouvements. Et il peut ainsi évaluer, par exemple, l'ergonomie d'un poste de production industriel. Poste de production, poste de travail, quel que soit le domaine. Là, on est soit dans un usage de conception, on conçoit bon du premier coup le moyen puisqu'on le fait évaluer avant même qu'il soit fabriqué, mais je suis aussi dans un objectif de formation. Je peux entraîner à l'utilisation d'un moyen spécial avant même d'y avoir accès. Un autre exemple sur un geste technique, alors je vous prends un exemple issu du monde du bâtiment, mais ça pourrait être issu de votre monde, hein, si on avait déjà travaillé ensemble. Dans le monde du bâtiment, ici, apprendre à projeter un enduit sur une façade. Aujourd'hui, quand ils font ça, les gars, ils s'entraînent sur un vrai mur, ils projettent de l'enduit, et ils passent plus de temps à nettoyer le mur, remplir la brouette, nettoyer la brouette et refaire, qu'à réellement faire l'apprentissage. On a des temps de mise en œuvre qui sont extrêmement longs. En plus, alors l'enduit, ça coûte pas très cher, mais on a quand même une consommation de matière qui coûte, et qui, d'un point de vue écologique, c'est quand même du gaspillage permanent. Là, on est sur un simulateur avec un geste réel, on utilise la vraie lance, seulement la matière est virtuelle et le mur est virtuel. Le geste est le même, puisque la contrainte physique est la même, et derrière, il y a tout un tas d'outils d'analyse de la performance via une mesure du geste, de l'épaisseur déposée, etc., etc., etc. Un autre exemple, dans le cadre d'un projet investissement d'avenir dont on était pilote, ministère de l'Éducation nationale, introduction de ces réalités virtuelles au niveau bac, l'apprentissage de la mécanique des fluides. 3 manières d'apprendre, par des formules, pas facile, par la mesure et l'observation des phénomènes. Alors il faut un bon d'essai, il faut des fluides, on met un liquide coloré, puis on voit ce qui se passe.
Et puis il y a une troisième approche qui est possible, qui est celle du virtuel, de l'immersion. Ce qu'on a voulu faire, c'est étudier, au-delà du visuel, l'influence que pouvait avoir un ressenti physique sur la mémorisation du phénomène. Et dans les relations entre pression et vitesse à l'intérieur d'un fluide, il y a une contre-intuitivité, c'est que plus la vitesse augmente, la pression baisse, bref. Ce qu'on a développé, c'est une machine qui est composée d'un écran et d'une espèce de souris, bras à retour d'effort, une souris motorisée, qui permet à l'apprenant de manipuler une petite sonde qui est placée à l'intérieur de ce tuyau dans lequel on voit des particules s'écouler. Et en fait, dans sa main, il va sentir la pression liée à la vitesse du fluide. Et quand il va bouger sa main, il va avoir un ressenti sur le niveau de pression interne du fluide. Bref, l'idée c'est quoi? C'est qu'au-delà de la simulation visuelle, je vais aussi dans la simulation du physique. J'en ai presque fini, il me reste 2 exemples. Visualiser l'invisible, alors en anatomie, forcément médecine, veto, et probablement dans tout un tas d'autres disciplines. On ne regarde pas juste un écran comme on voit à gauche. On est face à, en l'occurrence, si je prends cet exemple, un chien que je vois à l'échelle 1 et dont je pourrais observer tout l'intérieur. On peut manipuler les échelles et le temps, parce qu'on crée des réalités, aller dans l'infiniment grand ou dans l'infiniment petit, me balader à l'intérieur des molécules ou de je ne sais quoi d'une plante. Enfin, des laboratoires virtuels accessibles de n'importe où, sans risque, sans consommation de matière, dans laquelle je vais manipuler tous les instruments de manière réaliste. Donc au-delà de comprendre à quoi sert l'expérience, je vais aussi vraiment la pratiquer. Dernier exemple, ça c'est un peu le clin d'œil, des simulations qui ne sont pas uniquement visuelles. Là, c'est un dispositif qui est utilisé en école vétérinaire pour faire des palpations chez les bovins de l'utérus. On manipule à l'intérieur de cette maquette de bovin un bras à retour d'effort qui permet de restituer vraiment les sensations liées au toucher à l'intérieur de l'utérus et des ovaires. Et donc on est dans une simulation qui est l'apprenant, il ne regarde rien. Donc la réalité virtuelle, c'est là où je voulais finir, c'est pas uniquement simuler du visuel, mais c'est simuler toutes les sensations que vous pouvez rencontrer quand vous êtes en train d'apprendre quelque chose. Et des fois, on peut tout mélanger, du visuel, de l'haptique, c'est-à-dire ce sens du toucher, et tout un tas d'autres restitutions. Voilà, c'était un aperçu très bref, même si j'ai dépassé le temps qui m'était imparti. Si vous voulez en savoir plus, clarté-lab.fr, et on est là pour vous accompagner sur du conseil, de la recherche et du transfert.